En juin 1982, Israël a lancé l'une des opérations militaires les plus controversées du Moyen-Orient. 100 000 soldats, des centaines de chars Merkava et l'appui massif de l'aviation. L'objectif déclaré semblait simple, créer une zone de sécurité de 40 km au sud du Liban. Mais la réalité allait révéler quelque chose de bien différent. Cette opération a transformé le paysage géopolitique régional et ses conséquences résonnent encore aujourd'hui. Depuis 1968, le sud du Liban n'était plus sous le contrôle total du gouvernement libanais. L'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, avait établi ce que beaucoup appelaient un État dans l'État. Des milliers de combattants palestiniens occupaient des positions fortifiées dans les collines dominant la frontière israélienne. Les villages de la Galilée, au nord d'Israël, vivaient sous la menace constante des roquettes Katyusha. Entre 1968 et 1982, plus de 1000 attaques transfrontalières ont été enregistrées. Les habitants de villes comme Kiryat Shmona et Metula avaient appris à reconnaître le sifflement caractéristique des projectiles soviétiques BM-21. Les abris antibombes faisaient partie du quotidien. Les enfants grandissaient en sachant exactement combien de secondes ils avaient pour courir se mettre à l'abri après le déclenchement de la sirène. Cette réalité pesait lourdement sur la vie civile dans le nord du pays. L'OLP ne se contentait pas d'attaques de roquettes. Des opérations de commando pénétraient régulièrement en territoire israélien. Le 11 mars 1978, l'attaque du bus côtier près de Tel Aviv avait fait 38 morts, dont 13 enfants. Israël avait répondu par l'opération Litani, occupant temporairement le sud du Liban avant de se retirer en laissant une zone tampon contrôlée par l'armée du Liban Sud, une milice chrétienne alliée. Mais les tensions ne cessaient de s'accroître. Le 3 juin 1982, un événement à Londres allait servir de déclencheur. Shlomo Argoff, l'ambassadeur israélien au Royaume-Uni, était grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat devant l'hôtel Dorchester. Bien que les auteurs appartenaient à un groupe palestinien dissident hostile à Arafat, le gouvernement israélien décida que la mesure était comble. Le Premier ministre Menahem Begin et son ministre de la Défense Ariel Sharon virent là l'opportunité qu'ils attendaient. Les bombardements israéliens sur les positions de l'OLP au Liban commencèrent dès le 4 juin. L'aviation frappait les camps de réfugiés où se cachaient les combattants palestiniens. L'OLP riposta en tirant 125 roquettes sur le nord d'Israël en 24 heures. Les sirènes hurlaient dans toute la Galilée. Le gouvernement israélien convoqua une réunion d'urgence du cabinet de sécurité. La décision fut prise dans la nuit du 5 au 6 juin. L'opération Paix en Galilée allait débuter à l'aube. Ce que les citoyens israéliens ne savaient pas encore, c'est que les plans militaires dépassaient largement une simple zone de sécurité de 40 km. Les cartes d'état-major montraient des objectifs bien plus ambitieux. Beyrouth elle-même figurait sur certains documents stratégiques. L'histoire du Moyen-Orient s'apprêtait à basculer. Si vous découvrez cette histoire pour la première fois, laissez le mot Liban en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos documentaires historiques. Le nom de code Paix en Galilée avait été choisi avec soin. Il évoquait une opération défensive, limitée, destinée uniquement à protéger les civils du nord d'Israël. Mais les archives militaires révèlent aujourd'hui une toute autre réalité. Dès janvier 1982, soit 5 mois avant le début de l'opération, Ariel Sharon avait présenté un plan détaillé au cabinet israélien. Ce plan comportait 3 phases distinctes. La première consistait effectivement à créer une zone de 40 km au sud du Liban, nettoyée de toute présence palestinienne. La deuxième phase prévoyait la destruction de l'infrastructure militaire syrienne dans la vallée de la Beka. La troisième phase, la plus ambitieuse, visait la prise de Beyrouth et l'installation d'un gouvernement libanais pro-israélien dirigé par le leader chrétien Bachir Gemayel. Le ministre de la Défense voyait dans cette opération une opportunité historique de remodeler le Liban. Il s'était entretenu secrètement avec Gemayel à plusieurs reprises. L'idée était simple sur le papier: éliminer l'OLP, affaiblir la Syrie et installer un allié chrétien à la tête du Liban. Un traité de paix israélo-libanais pourrait alors être signé, changeant l'équilibre stratégique de toute la région. Cependant, le cabinet israélien n'avait approuvé officiellement qu'une opération limitée. Begin lui-même semblait parfois mal informé de l'ampleur réelle des plans de Sharon.
Les généraux de Tsahal, l'armée israélienne, préparaient néanmoins une invasion à grande échelle. 3 divisions blindées, des unités d'infanterie mécanisée, des commandos de la marine et des parachutistes étaient mobilisés. La machine militaire se mettait en place. Dans les bases du nord d'Israël, les chars Merkava Mark I étaient révisés et approvisionnés en munitions. Ces blindés de conception israélienne, avec leur blindage frontal exceptionnel et leur moteur à l'arrière pour protéger l'équipage, allaient affronter les T-62 et T-72 soviétiques utilisés par les Syriens. Les pilotes de F-15 et F-16, les chasseurs les plus modernes de l'époque, recevaient leurs ordres de mission. L'artillerie préparait des stocks considérables d'obus de 155 mm. Les unités du génie recevaient des équipements de déminage, sachant que l'OLP avait miné de nombreuses routes. Les services de renseignement, le Mossad et l'Aman, fournissaient des cartes détaillées montrant chaque position ennemie, chaque bunker, chaque dépôt d'armes. Des photographies aériennes révélaient l'emplacement précis des batteries antiaériennes syriennes SA-6 dans la Beka. Le 5 juin au soir, les soldats israéliens reçurent l'ordre de monter dans leurs véhicules. Les colonnes de chars et de transport de troupes s'étiraient sur des dizaines de kilomètres. L'odeur du gazole des moteurs diesel emplissait l'air. Les fantassins vérifiaient leurs fusils d'assaut Galil et leurs gilets pare-balles. Dans quelques heures, ils franchiraient la frontière libanaise. Les responsables militaires avaient planifié 3 axes d'invasion simultanés. L'axe ouest longeait la côte méditerranéenne en direction de Sidon et Tyr, l'axe central traverserait les montagnes du Chouf, l'axe est pénétrerait dans la vallée de la Beka pour affronter les forces syriennes. Chaque axe avait des objectifs précis, des horaires stricts et des plans de contingence détaillés. À minuit, les derniers préparatifs étaient terminés. Les officiers synchronisaient leurs montres, les radios militaires crépitaient de codes et de confirmations. L'aube du 6 juin 1982 verrait le début de la plus grande opération militaire israélienne depuis la guerre de Kippour de 1973. Le sort de milliers de personnes allait basculer dans les heures suivantes. À 5 heures du matin, le 6 juin 1982, l'artillerie israélienne ouvrit le feu. Des centaines de canons M109 de 155 mm pilonnaient les positions de l'OLP au sud du Liban. Le grondement était assourdissant. Les obus explosaient sur les fortifications palestiniennes, soulevant des nuages de poussière et de fumée. Simultanément, l'aviation entrait en action. Des F-4 Phantom larguaient des bombes de 500 kg sur les dépôts d'armes et les centres de commandement. La division occidentale, sous le commandement du général Yekutiel Adam, franchit la frontière près de Rosh Hanikra. Objectif, la ville côtière de Tyr, puis Sidon. Cette route longeait la mer Méditerranée, traversant des plantations d'orangers et de bananiers. Les chars Merkava avançaient en formation, suivis par des transporteurs de troupes M113. Les combattants palestiniens opposaient une résistance dispersée, mais déterminée. À Tyr, les forces de l'OLP avaient transformé certains bâtiments en positions fortifiées. Des lance-roquettes RPG-7 soviétiques visaient les blindés israéliens depuis les fenêtres. Les fantassins de Tsahal durent combattre rue par rue, immeuble par immeuble. Les tirs d'armes automatiques AK-47 crépitaient. L'odeur de cordite et de béton pulvérisé remplissait l'air. Vers midi, Tyr tombait aux mains israéliennes après 5 heures de combats intenses. Vous appréciez ce documentaire détaillé? Alors restez avec nous, car l'histoire devient encore plus fascinante. La division centrale, commandée par le général Avigdor Ben-Gal, progressait dans les montagnes du Chouf. Le terrain était accidenté, avec des routes sinueuses dominant des ravins profonds. Les forces druzes locales, initialement neutres, observaient la progression israélienne. L'objectif de cet axe était la route Beyrouth-Damas, artère vitale pour les communications syriennes. Les combats ici étaient moins intenses, mais le terrain ralentissait considérablement l'avance. L'axe oriental constituait le défi le plus important. La division du général Menachem Aynan pénétrait dans la vallée de la Beka pour affronter les forces syriennes. Damas avait déployé dans cette région 3 divisions blindées équipées de chars T-72 et de systèmes antiaériens sophistiqués. Les Syriens ne pouvaient tolérer une présence israélienne dans cette zone stratégique. Le 9 juin, la confrontation majeure éclata. Les chars israéliens et syriens s'affrontèrent dans la plus grande bataille de blindés depuis la guerre du Kippour.
Les T-72 syriens, avec leurs canons de 125 mm, étaient redoutables. Mais les Merkava possédaient une meilleure protection et des systèmes de visée supérieurs. Les équipages israéliens mieux entraînés utilisaient des tactiques de tir en mouvement perfectionnées. Les obus perforant flèches sifflaient dans l'air à plus de 1500 mètres par seconde. Quand ils frappaient un char, la pénétration du blindage provoquait une explosion interne dévastatrice. Des dizaines de blindés syriens brûlaient dans les champs de la Beka, leurs tourelles arrachées par les explosions de munitions. Les Israéliens perdirent également des chars, mais en nombre bien inférieur. Simultanément se déroulait une bataille aérienne décisive. La Syrie avait déployé 19 batteries de missiles solaires SA-6 dans la Beka. Ces systèmes modernes soviétiques constituaient une menace sérieuse pour l'aviation israélienne. Mais Tsahal avait préparé une réponse technologique innovante. Des drones de reconnaissance localisaient les radars syriens. Des avions de guerre électroniques brouillaient leurs communications. Puis vinrent les F-15 et F-16 armés de missiles anti-radiation AGM-78 standard. Ces missiles suivaient automatiquement les émissions radar des SA-6 et les détruisaient. En quelques heures, 17 des 19 batteries syriennes furent anéanties. Le ciel de la Beka appartenait désormais à Israël. Les MiG-21 et MiG-23 syriens qui tentaient d'intervenir étaient abattus par les missiles RR et M9 Sidewinder et Python des chasseurs israéliens. Le bilan de cette bataille aérienne fut stupéfiant. En 2 jours, 82 appareils syriens furent détruits contre aucune perte israélienne. Cette démonstration de supériorité technologique et tactique marqua l'histoire de l'aviation militaire. Les analystes occidentaux étudiaient ces résultats avec fascination. L'OTAN elle-même envoya des observateurs comprendre comment Israël avait neutralisé les systèmes anti-aériens soviétiques. Pendant ce temps, les 3 axes israéliens convergeaient vers Beyrouth. Le 10 juin, les avant-gardes blindées atteignaient la banlieue sud de la capitale libanaise. L'opération initialement prévue pour 40 km avait conduit l'armée israélienne aux portes de Beyrouth à 90 km de la frontière. Le gouvernement israélien réalisait que Sharon avait considérablement élargi les objectifs militaires. Beyrouth, en juin 1982, était une ville déjà marquée par 7 années de guerre civile. La capitale libanaise était divisée entre secteur chrétien à l'est et secteur musulman à l'ouest. L'OLP contrôlait Beyrouth-Ouest, où se trouvaient également des dizaines de milliers de civils palestiniens dans les camps de réfugiés. Yasser Arafat et ses commandants avaient établi leur quartier général dans cette partie de la ville. Les forces israéliennes encerclèrent complètement Beyrouth-Ouest le 13 juin. 100 000 soldats formaient un cordon autour de la zone. Les chars Merkava bloquaient toutes les routes d'accès. L'artillerie était positionnée sur les collines environnantes, canons pointés vers le centre-ville. Le message d'Ariel Sharon aux dirigeants de l'OLP était clair, reddition ou destruction. Mais Arafat refusait de se rendre. Ses combattants, estimés à 15 000, s'étaient retranchés dans les immeubles. Des stocks d'armes considérables avaient été accumulés pendant des années. Des lance-roquettes, des mortiers, des mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm étaient dissimulées dans des sous-sols et des appartements. L'OLP était prête à transformer chaque rue en champ de bataille. Sharon ordonna alors le début d'un siège méthodique. L'électricité fut coupée, l'approvisionnement en eau fut limité. Les bombardements aériens et d'artillerie commencèrent, ciblant, selon Israël, uniquement les positions militaires. Mais dans une zone urbaine densément peuplée, la distinction entre cibles militaires et civiles devenait tragiquement floue. Les immeubles s'effondraient, les incendies se propageaient dans les quartiers. La communauté internationale réagit avec inquiétude croissante. Les images de Beyrouth sous les bombes faisaient la une des journaux mondiaux. L'administration américaine du président Ronald Reagan tentait de négocier un cessez-le-feu. Le diplomate Philippe Habib effectuait des allers-retours incessants entre Jérusalem, Beyrouth et Damas, cherchant une solution diplomatique. Les bombardements s'intensifièrent en juillet et août. L'aviation israélienne effectuait des centaines de sorties quotidiennes. Les F-16 larguaient des bombes guidées laser sur des bâtiments présumés abrités des commandants de l'OLP. Les canons de 155 mm tiraient des milliers d'obus. Le fracas des explosions était constant. Les habitants de Beyrouth-Ouest vivaient terrés dans les caves, sans électricité, avec peu de nourriture et d'eau. Le 12 août 1982, Israël lança le bombardement le plus intense du siège. Pendant 11 heures continues, l'artillerie et l'aviation pilonnèrent Beyrouth-Ouest.
Les observateurs parlaient de plus de 500 tonnes d'explosifs déversés sur la ville en une seule journée. Les flammes illuminaient le ciel nocturne, la fumée formait un nuage noir visible à des dizaines de kilomètres. Reagan téléphona personnellement à Begin pour exiger l'arrêt immédiat des bombardements. La pression diplomatique américaine eut finalement raison de la résistance d'Arafat. Le 19 août, un accord fut conclu. L'OLP acceptait d'évacuer Beyrouth sous supervision internationale. En échange, Israël s'engageait à ne pas pénétrer dans Beyrouth-Ouest et à garantir la sécurité des civils palestiniens restants. Une force multinationale, composée de troupes américaines, françaises et italiennes, fut déployée pour superviser l'évacuation. Entre le 21 août et le 1er septembre 1982, 15 000 combattants de l'OLP quittèrent Beyrouth par voie maritime. Des navires grecs transportaient les Palestiniens vers la Tunisie, le Yémen, la Jordanie et d'autres pays arabes. Yasser Arafat lui-même embarqua le 30 août, saluant ses partisans depuis le pont d'un navire. C'était la fin de la présence militaire palestinienne au Liban après 14 ans. Les caméras de télévision filmaient ces scènes historiques. Les combattants de l'OLP, Kalachnikov en main, faisaient des signes de victoire malgré leur départ forcé. Certains pleuraient en quittant ce qui avait été leur base principale. Arafat promettait de continuer la lutte depuis l'exil, mais tous savaient que l'OLP ne retrouverait jamais une position aussi forte qu'au Liban. Le 23 août, Bachir Gemayel fut élu président du Liban par le Parlement. Le plan de Sharon semblait se réaliser, un allié chrétien pro-israélien dirigeait désormais le pays. Des négociations secrètes pour un traité de paix israélo-libanais commencèrent, mais l'histoire allait prendre un tournant tragique que personne n'avait anticipé. Le 14 septembre 1982, 3 semaines après son élection, Bachir Gemayel mourut dans un attentat à la bombe qui détruisit le quartier général de son parti à Beyrouth. L'explosion tua 26 personnes. Un agent syrien fut identifié comme responsable. Damas avait éliminé le leader sur lequel Israël fondait tous ses espoirs politiques. Le plan de Sharon s'effondrait brutalement. La réaction fut immédiate et tragique. Le 16 septembre, des milices chrétiennes alliées d'Israël pénétrèrent dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, dans Beyrouth-Ouest. Pendant 3 jours, elles massacrèrent entre 800 et 3500 civils selon les sources. L'armée israélienne, qui contrôlait la zone, n'intervint pas pour arrêter les tueries. Le scandale fut international. Une commission d'enquête israélienne, la commission Kahan, établit que Sharon portait une responsabilité personnelle indirecte dans le massacre pour n'avoir pas anticipé ni empêché les violences. Il fut contraint de démissionner de son poste de ministre de la Défense en février 1983. Begin lui-même, profondément affecté, se retira progressivement de la vie politique et démissionna en 1983. Le bilan humain de l'opération Paix en Galilée était lourd. 670 soldats israéliens avaient perdu la vie. Les pertes palestiniennes et libanaises étaient estimées entre 6 000 et 20 000 personnes selon les sources, incluant combattants et civils. Des dizaines de milliers de personnes avaient été blessées. Des quartiers entiers de villes libanaises gisaient en ruines. L'occupation israélienne du sud du Liban se prolongea bien au-delà des prévisions initiales. Une zone de sécurité fut maintenue jusqu'en l'an 2000, soit 18 ans. Cette présence militaire prolongée eut une conséquence imprévue majeure. En 1985, des groupes chiites libanais, inspirés par l'Iran révolutionnaire, créèrent d'un concert le Hezbollah. Cette organisation devint rapidement un ennemi bien plus redoutable pour Israël que l'OLP ne l'avait jamais été. Le Hezbollah adopta des tactiques de guérilla sophistiquées. Des embuscades contre les patrouilles israéliennes, des bombes artisanales de plus en plus perfectionnées, des roquettes tirées sur le nord d'Israël. Les soldats israéliens mouraient régulièrement dans ce qui devint un bourbier militaire. L'opinion publique israélienne se retourna progressivement contre cette occupation. Le nombre de soldats tués au Liban finit par dépasser largement les pertes initiales de 1982. En mai 2000, le Premier ministre Ehud Barak ordonna le retrait complet des forces israéliennes du Liban. Les derniers soldats quittèrent leur position dans la nuit, abandonnant même leurs alliés de l'armée du Liban Sud. Le Hezbollah proclama une victoire historique. Pour la première fois, une organisation arabe avait contraint Israël à se retirer sans accord de paix. L'OLP, elle, ne revint jamais au Liban. Installée en Tunisie, affaiblie, l'organisation dut repenser sa stratégie.
En 1987, une nouvelle révolte palestinienne éclata dans les territoires occupés, l'intifada. En 1993, Arafat signa les accords d'Oslo avec Israël, reconnaissant l'État hébreu et optant pour une solution négociée. L'ère de la lutte armée depuis le Liban était définitivement terminée. Les relations israélo-libanaises restèrent hostiles. Aucun traité de paix ne fut jamais signé. Les deux pays demeurent techniquement en état de guerre. La frontière reste l'une des plus militarisées du Moyen-Orient. Le Hezbollah, désormais puissamment armé par l'Iran et la Syrie, contrôle le sud du Liban et possède un arsenal estimé à plus de 5000 roquettes pointées vers Israël. L'opération Paix en Galilée n'apporta donc ni paix ni sécurité durable à la Galilée. Au contraire, elle créa de nouvelles menaces et de nouveaux ennemis. Elle démontra les limites de la force militaire pour résoudre des conflits politiques profonds. Elle illustra comment des objectifs militaires limités peuvent dériver vers des ambitions démesurées avec des conséquences tragiques et durables. Les historiens débattent encore aujourd'hui de cette opération. Certains soulignent qu'elle élimina effectivement la menace de l'OLP sur le nord d'Israël. D'autres arguent qu'elle créa le Hezbollah, un adversaire bien plus dangereux pour Israël. Ce qui est certain, c'est que l'été 1982 modifia profondément et durablement le paysage politique et militaire du Moyen-Orient. Vous venez de découvrir l'histoire complète de l'opération Paix en Galilée. Quelle est votre opinion sur les conséquences à long terme de cette intervention? Partagez vos réflexions en commentaire. Si vous appréciez nos documentaires historiques détaillés et rigoureux, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez les notifications. Nous explorons les événements militaires qui ont façonné notre monde avec précision et objectivité. À très bientôt pour un nouveau documentaire.